Je m'appelle Eva et je suis en première année de thèse de biologie végétale et dans ce podcast, je te propose de découvrir un peu plus le monde qui nous entoure. À travers contes et légendes ou encore poésie, nous allons voyager d'est en ouest, du microscopique au gigantisme. On va parler d'histoire, d'écologie ou encore de cuisine, tout ça dans un podcast qui met à l'honneur les plantes. En espérant que ça te plaise, que tu apprennes pas mal de petits trucs et que tu deviennes peut-être comme moi, un passionné ou une passionnée de plantes. Tu peux retrouver toutes mes informations sur savessence.wordpress.com. Je t'invite à liker, à partager, à commenter. Tu peux me retrouver sur Instagram, TikTok et Spotify et YouTube. Et je pense que je t'ai tout dit. C'est parti! Dernière petite info, c'est le dernier épisode de l'Anafuda, l'éphéméride végétale. Et oui, déjà. Donc profites-en un max. Après cet épisode, je mettrai Savessence en pause pour trouver des nouvelles idées, pour peaufiner le site et pour aussi réfléchir au podcast tout simplement. Évidemment, ça ne sera pas fini. Je partagerai toujours des informations sur les plantes, sur les nouveautés, sur les actualités scientifiques. Mais en ce qui concerne les épisodes, ça sera pour un peu plus tard. Et puis aussi, parfois, il faut que je me concentre sur ma thèse. Bref, merci d'avoir suivi cette saison sur l'Anafuda, et bonne écoute. Majestueux, aux feuilles immenses et à la croissance spectaculaire, le Paulownia semble vouloir toucher de sa cime la voûte céleste. Et quand viennent ces délicates fleurs violettes, il ne peut que nous fasciner. Le genre Paulownia appartient à la famille des Paulowniacées. Originaire de Chine et d'Asie du Sud-Est, il a été introduit en 1834 à Paris, au Jardin des Plantes. Et on en compte entre 6 et 17 espèces à travers le monde. Tout dépend de la classification considérée. La plus commune, c'est Paulownia tomentosa. Aujourd'hui, on en compterait plus de 1300 dans les rues parisiennes, car il fait un parfait ornement. Mais pourquoi Paulownia ? Eh bien, ce genre a été décrit en 1835 par les botanistes von Siebold et Zuccarini. Inspiré par la noblesse, la sagesse ou bien la beauté ou encore pour une question politique, que sais-je, ils décidèrent de le dédier à la princesse Anna Pavlovna, fille du tsar Paul Ier de Russie. C'est aussi pour cela que l'on nomme parfois le Paulownia arbre impérial ou Princess Tree, arbre princesse en anglais. Mais bien que reconnu pour sa croissance extraordinaire, l'une des plus rapides du monde végétal, il n'en demeure pas moins un peu capricieux. Son activité favorite ? Se prélasser devant les projecteurs solaires. En effet, sans soleil, la croissance du Paulownia reste limitée. Mais bon, il n'en reste pas moins très adaptable à divers climats et stress environnementaux et pourrait bien faire un arbre de choix dans notre monde de demain. Pour ce dernier épisode de l'Anafuda, nous repartons en Asie, en Chine et au Japon. La légende raconte qu'il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine, s'élevait une forêt de Paulownia si majestueuse qu'elle semblait toucher le ciel. Ces arbres aux tons argentés et aux larges feuilles bruissaient au vent comme s'ils chantaient une ancienne mélodie. Un jour, 2 phénix la survolèrent. Les gens là-bas étaient simples et honnêtes et ce lieu était si beau que les phénix charmés y trouvèrent refuge. Une harmonie paisible s'installa entre les villageoises et les oiseaux de feu. Mais comme toute bonne légende, ce bonheur ne dura pas. Un jour, un python géant apparut, semant mort et terreur dans son sillage. Les phénix n'eurent pas d'autre choix que de fuir, abandonnant Paulownias et villageois. La forêt comme les phénix se plongèrent dans une profonde mélancolie, regrettant les jours heureux. Finalement, poussés par la nostalgie, les oiseaux de feu revinrent et retrouvèrent leur place sur les plus hautes branches des Paulownias, leurs ailes embrasant à nouveau le ciel. Depuis ce jour, on dit qu'aucun oiseau n'ose se poser sur l'arbre du phénix, excepté le phénix lui-même. Mais ce n'est pas là la seule légende qui entoure cet arbre merveilleux. Au cœur de cette même forêt, une petite rivière serpentait entre les racines noueuses des Paulownias. Elle prenait sa source dans les montagnes. Là-haut vivait un vieux sage taoïste retiré du monde,
dont on disait qu'il était sur le point de devenir immortel. Rêve ou réalité ? Peu de gens avaient eu la chance de le voir. Dans les eaux cristallines de cette rivière vivait un petit poisson nommé Xiaoyue. Ses écailles brillaient telles des perles, et son rêve le plus cher était de remonter à la source de cette rivière pour apercevoir le sage et peut-être apprendre les secrets de l'immortalité. Il commença sa nage avec acharnement. Remonter le cours de la rivière n'était pas sans effort. Son ami le plus fidèle, Feng, un oiseau vif et curieux, l'encourageait jour après jour. Le poisson chercha, et un matin, alors que Xiaoyue, épuisé, songeait à abandonner, le vieux sage apparut sur la berge. Il lui tendit une minuscule graine et lui dit « Avale cette graine, ne te décourage pas, poursuis ton chemin, un jour elle révélera son secret. » Puis le sage disparut, ne laissant derrière lui qu'un écho dans le vent qui murmurait « Votre lien est indissoluble. » Le temps passa et un été, une sécheresse terrible s'abattit sur la forêt. La rivière s'évapora peu à peu et Xiaoyue, privé d'eau, ne put survivre. Son ami Feng, désespéré, chercha le vieux taoïste. Mais lorsqu'il arriva dans la montagne, c'était déjà trop tard. Le sage avait quitté ce monde pour rejoindre les immortels. Arrivé en haut, il regarda à droite, à gauche, et tout ce qu'il trouva fut un sac d'eau qu'il rapporta en vitesse à Xiaoyue. Mais là aussi, il était trop tard. Xiaoyue avait rendu son dernier souffle. Les animaux de la forêt, en deuil, l'enterrèrent à un endroit baigné par le soleil. Dans un dernier hommage, Feng versa tristement l'eau du sac sur la tombe de son ami. Puis il se souvint des paroles du sage « Votre lien est indissoluble ». Alors Feng surveilla jours et nuits la tombe de son ami, gazouillant le jour en direction du soleil, pleurant la nuit en attendant l'aurore. Un matin, une pousse verte émergea du sol à l'endroit de la tombe de Xiaoyue. Ce qu'avait avalé le petit poisson n'était pas un simple grain, mais une graine de Polonia. Nourrie par l'eau sacrée du moine et par l'âme persévérante du petit poisson, elle grandit rapidement, déployant ses branches vers le ciel. Xiaoyue et l'arbre ne faisaient plus qu'un. Feng, bouleversé, se souvint à nouveau des dernières paroles du sage et comprit alors son rôle. Il devait veiller sur cet arbre. Chaque matin, il montait sur la plus haute colline et chantait en direction du soleil. Et chaque soir, il racontait à l'arbre les histoires des oiseaux du monde. Jour après jour, année après année, l'arbre grandit luxuriant et vigoureux. Quand il atteignit sa pleine splendeur, Feng se changea en phénix, se posa sur les plus hautes branches du Polonia et chanta une mélodie si belle qu'elle en fit frémir toute la forêt. Depuis ce jour, l'arbre du phénix devint le roi des arbres, et le phénix, guidé par la sagesse du sage taoïste, devint le roi des oiseaux. J'ai pris quelques libertés concernant la traduction et la mise en parole de ce conte, pour qu'il soit plus fluide à l'oral. Je trouve aussi que ce conte met en lumière l'importance de l'amitié dans la vie, et que ça contrebalance un petit peu aussi avec toutes les histoires d'amour traditionnelles que l'on peut voir. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Après, ce n'est que mon point de vue. Comme tu as pu le comprendre, en Chine, le Polonia est symboliquement associé au phénix, cet oiseau légendaire qui brûle et renaît de ses cendres. Ce duo double P, Polonia et phénix, est associé au symbole des 4 Orients. Apparemment, le phénix ne se percherait qu'uniquement sur les branches de Polonia. Bon, parfois on mentionne aussi l'arbre parasol chinois. C'est d'ailleurs ce que nous mentionne Zhuangzi, un penseur chinois de l'époque Meng, environ au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et un peu plus tard, à partir du XIIIe siècle, le phénix a symbolisé l'impératrice chinoise. Et l'empereur est représenté par le dragon. Ce couple Polonia-Phénix est un symbole d'immortalité de la lignée impériale ou encore de continuelle renaissance. Il n'est pas improbable que l'on ait associé le Polonia au phénix du fait de sa croissance extrêmement rapide.
et de sa capacité de régénération à partir de son seul système racinaire. On récolte le bois et hop, il repousse. On dit aussi parfois que l'arbre fleurirait lorsque de sages et vertueux souverains arrivent au pouvoir. Il ne doit pas fleurir très souvent quand même. Et que le phénix se cacherait en temps de trouble. Un poète du 5e siècle écrivit un éloge de l'empereur Ming en disant « Sur cette pente orientale se dresse un paulownia, qui étend ses feuilles luxuriantes et denses. Redoutable est en vérité son auguste puissance. Les phénix se nichent avec majesté sur ses branches. Lorsqu'il voyage, des éclaireurs précèdent son char impérial. Quand il entre au palais, il saisit le sceptre puissant. » Ici, il y a un lien qui est fait directement entre le phénix et l'empereur. Alors, j'ai dit juste avant que le phénix était le symbole de l'impératrice et non de l'empereur, mais ce poème date du 5e siècle, ce qui précède l'attribution du phénix à l'impératrice qui date du 13e siècle. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi il y a eu ce changement de symbolisme, je n'ai pas trouvé l'information. Ensuite, dans certaines régions de Chine et du Japon, il était de tradition de planter un paulownia à la naissance d'une fille. L'arbre grandissait à ses côtés et lors de son mariage, il était abattu pour fabriquer des objets destinés à sa dot. Il faut savoir qu'autrefois, planter un paulownia était un réel signe de richesse. Si l'on continue sur le Japon, on trouve à peu près les mêmes croyances sur le phénix. De nos jours, les belles fleurs majestueuses du paulownia ont pris place sur les armoiries du cabinet du Premier ministre japonais qui les arbore fièrement. Et aussi sur les pièces de 500 yens. Ça, on s'y attendait moins. On lui attribue même des pouvoirs magiques. Tiens, ça nous rappelle le saule. Dans The Encyclopedia of Japanese Wands, on peut lire « Les baguettes en paulownia produisent une magie constante et élégante. Elles excellent en métamorphose et en sortilèges, particulièrement ceux conçus pour repousser ou manipuler le feu. On dit que les plumes d'oiseaux de feu sont le meilleur noyau pour une baguette en paulownia, mais cela est probablement un mythe lié à son prestige. Ces baguettes s'accordent bien avec tout type de cœur. » Comme quoi, le paulownia a inspiré bien des écrivains et poètes. Si l'on continue sur les usages quotidiens, il est surnommé l'aluminium par Émile Bois. Bah, comment ça ? Eh bien vois-tu, le paulownia a des caractéristiques très particulières. Imputrescible, résistant en étant léger, ininflammable, bref, tout semble lui réussir. Utilisé dans la construction de meubles, d'instruments de musique à cordes, tels que le koto ou le biwa, l'intérieur des coffres-forts, du fait de sa résistance au feu, planches de surf ou ski ou encore un peu plus original, les accessoires de geisha. Au Japon, il serait apprécié depuis l'Antiquité où il servait déjà pour fabriquer les geta, traditionnelles sandales japonaises. Brûlé et devenu charbon de bois, il sert au dessin ou bien comme cendre pour des chauffe-mains, petit objet que l'on place dans sa poche par les temps de grand froid. Ce qui a fait le bonheur de la société japonaise Kiribai Chemicals, spécialisée dans la fabrication de ces chauffe-mains. Ensuite, en médecine traditionnelle chinoise, il est utilisé depuis bien longtemps comme traitement contre l'hypertension, les inflammations et de nombreux autres maux. Et enfin, de nouvelles perspectives s'ouvrent à l'heure actuelle, car le paulownia pourrait bien se retrouver dans nos papiers. Il ferait plutôt une bonne pâte à papier. On parle aussi de sa potentielle utilisation dans la production de plastique et de biopolymères. Enfin, côté écologie et écosystème, le paulownia est une plante mellifère qui donne un miel de qualité et ressemblant au miel d'acacia. Ça peut intéresser les gourmands et gourmandes. Si l'on s'intéresse à d'autres rôles écologiques, il stabilise les sols et les protège de l'érosion par des racines profondes.
Ces feuilles riches en azote constituent un excellent fourrage pour le bétail, et en agroforesterie, cet arbre est un excellent brise-vent. Sa canopée est suffisamment clairsemée pour permettre aux cultures situées en dessous de recevoir assez de lumière, tout en étant protégées du vent, augmentant ainsi les rendements. Si l'on se penche sur les recherches actuelles, il semblerait qu'il soit aussi intéressant en matière de séquestration de CO2. En effet, son métabolisme énergétique est très efficace. Or, qui dit plus de photosynthèse, dit plus de fixation de CO2 sous forme de biomasse dans les glucides, les lipides et les protéines de la plante. Et l'une des méthodes pour réduire la quantité de CO2 atmosphérique, qui, je rappelle, est en majeure partie émise par les hommes, est l'utilisation de sources d'énergie alternatives comme la biomasse. Pour le Paulownia, on estime que la fixation peut aller jusqu'à 45 tonnes de CO2 par hectare et par an, avec évidemment de bonnes conditions de croissance. Mais ensuite, attention, il faut utiliser le bois dans des objets durables, meubles, maisons et autres, car le brûlé rejette le CO2 séquestré. Et le rejette où ? Dans l'atmosphère. Donc le Paulownia pourrait vraiment faire partie de solutions au problème du réchauffement climatique. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir des fermes à Paulownia popper un peu partout en Europe. Mais parce qu'il y a toujours un mais, reste à savoir où les planter. Le manque de place, son caractère envahissant dans certaines régions du monde, et sa croissance limitée sous nos climats, sont des freins à son utilisation. On parle de planter des espèces hybrides et non envahissantes, ou encore de le cultiver uniquement sur d'anciennes surfaces agricoles reconverties. Il faut bien réfléchir à son introduction dans les écosystèmes qui lui sont étrangers, et il faudrait améliorer les conditions de culture et tester différentes variétés. Tout ça en espérant qu'on ne tombe pas dans les excès de monoculture étendue et que le Paulownia ne devienne pas un énième outil économique pour enrichir de grandes entreprises aux volontés climatiques douteuses. En tout cas, il y a encore du pain sur la planche des chercheurs et chercheuses. Par sa parure d'un mauve délicat, presque soyeux, le Paulownia captive notre attention. Il a marqué l'histoire par sa beauté, son élégance, mais aussi son importance culturelle et nouvellement écologique. Présent aux côtés des impératrices chinoises, mais surtout refuge du légendaire phénix, il suffirait presque de le regarder pour se sentir mystique. Dernier végétal de l'Anafuda, il ne finira pas de nous émerveiller par sa croissance, sa cime qui embrasse le ciel et son bois qui ne s'embrasse pas. Et voilà, c'était le dernier épisode de l'Anafuda ou l'éphéméride végétale. Décembre et l'arbre phénix, croître pour mieux décroître vers une renaissance verte, du podcast Sève Essence. Je te remercie chaleureusement pour ton écoute jusqu'ici. Je remercie Bleu Bachir pour le jingle du podcast et Evou pour ses illustrations. Tu peux me suivre sur les réseaux, Instagram ou TikTok, et tu peux également noter et commenter le podcast sur YouTube et Spotify. Et moi je te dis à bientôt pour un prochain épisode qui sortira je ne sais pas trop quand. Allez, ciao ciao!